Nouvel épisode du Club Radio Scoop. Je suis très content d'accueillir le fondateur de Sample.fr. Vous avez déjà été sur le site Sample.fr quand on a tapé un morceau genre Bob Sinclair, David Guetta, Sample, etc. ou Daft Punk, ou un titre de la French Touch ou un titre récent, même un vieux titre. Vous êtes forcément allé sur ce site au moins une fois dans votre vie si vous êtes DJ. Même des gens qui ne sont pas DJ, qui ont juste envie de dire mais tiens, ce morceau il me dit quelque chose. Et bam, vous tombez sur ce site qui s'appelle Sample.fr. Il s'appelle Yann Henrich ou Henrik, je sais plus comment. On peut dire comme on veut, on peut dire Henrik, Henrich, on dit comme on veut là. Je vais dire à l'américaine. Yann Henrik. Ouais, Yann Henrik est avec nous, Sample.fr. Salut Yann. Salut, ça va? Ça va super bien. Tu es au Canada actuellement, là où au moment où on se parle. Tu habites au Canada. Ouais. J'habite dans la région de Montréal depuis une dizaine d'années déjà. Ouais, je suis français, expatrié là-bas. Et comme je disais, tu es fondateur du site Sample.fr, créateur de contenu sur les réseaux sociaux. On va en parler de tout ça. Il nous fait découvrir les samples des musiques actuelles et il nous fait redécouvrir des vieilles musiques qui sont utilisées par les producteurs de musique actuellement. Est-ce que la présentation, elle est bien là, elle est nickel la présentation? Oui, non, c'est parfait. Comme je te dis, ça fait Qu'est-ce que tu as rajouté? Ça fait une dizaine d'années que je suis expatrié au Canada, mais on peut dire depuis quand je fais tout ça sur Internet avec le site et avec les réseaux sociaux. Ouais. Les réseaux sociaux, c'est un peu plus récent, mais le site, ça va faire 20 ans l'année prochaine que j'ai le site Sample.fr, donc quelques années déjà. Et avant ça, je te dirais même en 2001, j'avais lancé un premier site. Là, s'il y a des gens qui écoutent et qui connaissent ça, je leur dis chapeau. À l'époque, il s'appelait Sample et Reprise. Très basique comme nom, mais on n'était pas très original en 2001. J'avais lancé ça, et peut-être il y a des gens qui, à l'époque, étaient allés sur ce site aussi, qui était un des premiers sites francophones, je pense même le premier francophone, à parler de samples et de reprises. Le nom était tout dédié. Donc, ça fait plus de 20 ans que je fais ça sur Internet. À l'époque des blogs 2006, on faisait des petits blogs, des petits articles. Puis aujourd'hui, en 2025, ah ouais. Et depuis 4-5 ans, là, je fais ça sur les médias sociaux. Ouais. Mais d'où c'est parti? Là, en 2000, que tu me parles de 2000, de 2001 jusqu'à maintenant, t'as cette passion, mais quel est le point d'origine? Ouais. Mais alors, je te dirais, moi j'ai toujours aimé la musique, ça c'est sûr. Puis comme tout le monde, à un moment donné, je me suis dit, mais ça, j'ai déjà entendu ça quelque part, ou ce morceau de MC Solar, j'ai déjà entendu un original quelque part. Et puis ça a été un petit peu l'élément déclencheur, mais même avec un morceau d'MC Solar que tout ça est parti, qui s'appelle Bouge de là, que tu connais, ouais. Que tout le monde connaît, j'imagine, qui a un sample à l'intérieur du groupe Simon Day. Peut-être le faire écouter un petit peu plus tard, mais en tout cas, c'est à partir de ça que je me suis dit, mais ça serait trop bien s'il y avait un site qui recensait tous ces samples-là, tous ces originaux qu'on connaît, qu'on a l'impression de connaître, mais qu'on ne connaît pas finalement le nom ou l'interprète. Donc c'est parti d'un petit manque en fait à l'époque 2001, c'est sûr qu'il y avait beaucoup moins de sites qu'aujourd'hui, et je me suis dit regarde, je vais aller mettre ça sur une page web très basique à l'époque, comme un genre d'annuaire, un petit peu catalogue de toutes les références que je pouvais trouver. Puis petit à petit, ça a évolué. 2005, 2006, c'était un petit peu la folie des blogs. Tout le monde avait son blog pour parler de tout et n'importe quoi. Moi, j'avais ce site-là, ces pages un petit peu statiques. Je me suis dit, je vais le mettre au format blog et essayer de mettre des courts extraits audio pour que, oui, quand tu as l'information, c'est bien. Quand on te dit, OK, c'est tel morceau, sample un autre morceau, mais si tu l'écoutes pas, ça t'apporte rien. Donc à l'époque, avec les blogs, avec un petit peu les technologies de l'époque, on pouvait mettre des petits extraits. C'était compliqué à trouver les originaux, c'était compliqué de trouver aussi les petits visuels des pochettes, etc. Mais ça faisait partie du défi que j'avais d'essayer de trouver ce genre de petits extraits et de petites pochettes aussi pour illustrer tout ça. Et ça a pris, à l'époque, ça a bien pris. C'était compliqué quand même de trouver des extraits, notamment là, tu parlais de MC Solar, je te fais écouter un extrait, toi tu le connais, mais pour ceux qui ne connaissent pas... Ouais. Voilà, c'est celui-là, là. Oui. Sorti dans les années 90, hein. Ouais, début 90, 91, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça. C'est tout le début du rap un petit peu plus... j'aime pas trop le mot, mais un petit peu plus grand public ou commercial, on va dire. C'est celui qui a fait exploser aussi le genre dans toutes les radios et
et dans les médias. Donc ouais, c'était un précurseur, un des pionniers, ça c'est certain. Et pour moi, ce morceau-là, ouais, il représente bien un petit peu l'idée que j'ai eue de lancer ce site au début des années 2000, donc bien après la sortie du morceau. Mais c'était un morceau que j'avais en tête. Puis une fois, j'étais tombé sur l'original et je me suis dit, mais c'est MC Solar. Puis tout est venu un petit peu. À l'époque, j'étais étudiant, j'avais beaucoup de temps libre et je cherchais de quoi faire sur Internet. Puis ça a été l'idée que j'ai eue pour faire ce site-là. Ouais. Alors pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est que le sample, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement, de manière assez simple et un peu à la manière on vulgarise qu'est-ce que c'est que le sample? Alors le sample à proprement parler, c'est quand tu prends un passage, un extrait, un petit morceau, un échantillon, c'est le terme en français, un échantillon d'un morceau existant et que tu le mets dans un nouveau morceau, que tu crées un nouveau morceau à partir de cet échantillon-là, d'un ancien morceau pour en faire un nouveau. Ouais. Ça peut se faire de plein de façons différentes, ça peut être une boucle comme on entend avec MC Solar, une boucle un petit peu plus longue qui se répète justement en boucle. Ça peut être des très courts extraits de guitare, par exemple, de piano, je ne sais quoi, qui, mis bout à bout, mis ensemble, peuvent donner un morceau complètement différent, très différent de l'original. Ça se fait beaucoup, notamment Daft Punk qui a fait ça, reprendre des petits extraits de basse, des petits extraits de guitare, et qui crée un nouveau morceau à partir de ça. C'est ça la définition, un échantillon d'un morceau existant pour en faire un nouveau. Après, il y a beaucoup de gens... Ouais, vas-y. Ouais, est-ce que avant, désolé, je t'ai coupé, mais est-ce que c'est légal de faire ça, de les prendre un petit bout de morceaux des années 70, 80 et de le sampler, de le triturer, de l'accélérer? Est-ce que c'est légal, ou il faut demander les droits? Ouais. C'est ça, c'est une grande, ça mériterait une émission de 2 heures entière pour parler. Non, on n'a pas 2 heures, mais je savais que je m'adressais à la bonne personne. Ben écoute, ouais, alors il y a eu, c'est un des grands sujets autour du sample. Est-ce que c'est légal? Si tu n'en fais pas une utilisation commerciale du morceau que tu as samplé, tu as tout à fait le droit. C'est pas illégal. Tu fais ce que tu veux dans ta chambre, dans ton garage, peu importe. Mais si tu as l'intention de vendre ton morceau, après, que tu as créé à partir d'un morceau existant, à partir d'un échantillon existant, ben là, forcément, il va y avoir des problèmes si tu ne déclares pas ou si tu ne contactes pas la personne qui a fait le morceau original. Ça peut arriver dans certains cas que la personne va dire « Pas de problème, vas-y, tu peux utiliser ma musique pour créer ta musique ». Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus, on va se le dire. Mais à l'époque, années 90, tout début des années 90, je pense notamment à James Brown qui se faisait sampler dans tous les sens. Il avait donné à certains groupes, notamment à IAM par exemple, il avait dit « Ok, vous pouvez utiliser ma musique pour... » quelques dollars, c'était vraiment minime à l'époque, des droits pour utiliser sa musique. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'enjeux musicaux, il y a beaucoup trop d'argent en jeu, donc les gens ne peuvent plus ou très rarement donner la musique pour faire de la nouvelle musique. Je pense que ça n'existe plus. Donc si aujourd'hui tu as l'intention de sortir un morceau, que tu utilises un sample, et que tu ne déclares pas ce sample-là à l'auteur original, que tu ne lui demandes pas l'autorisation, ben, tu peux avoir des gros problèmes. C'est arrivé plein de fois, il y a plein d'histoires là-dessus. J'en ai raconté déjà, mais pourrais t'en citer des dizaines, voire des centaines d'artistes qui ont eu des problèmes parce qu'ils n'ont pas déclaré les samples qu'ils ont utilisés. De la soul notamment, un groupe de hip-hop américain des années 90. Sur le titre All Good, non? All Good notamment, ouais. Ça a été même un gros problème pour eux parce qu'ils n'ont pas pu ressortir leur musique ou proposer leur musique sur les plateformes de streaming ou même en physique parce que les samples n'étaient pas autorisés puisqu'ils avaient utilisé ces samples-là à l'époque. Je pense aussi à un morceau, Les Princes de la Ville de 113 par exemple, qui est un morceau produit par DJ Mehdi. Il y a un excellent documentaire qui est sur Arte depuis quelques mois, qui explique bien tout ça, que DJ Mehdi n'avait pas les droits d'utiliser ses samples, surtout sur un morceau de Curtis Mayfield qui est une icône de la musique, qui a des ayants droit aussi qui rigolent pas. Donc ça a bloqué complètement la sortie et la ressortie de cet album de 113, et ça a causé des problèmes aussi à l'époque à DJ Mehdi. À d'autres également, mais il y a une tonne d'histoires là sur ce sujet-là. Donc ouais, c'est pas illégal, c'est illégal si tu le fais et que tu veux faire de l'argent avec, en gros. Le sample est de partout. Moi, je vous invite à aller suivre Yann Henrik
Henrik ou Henrich, bon, je sais plus juste Yann, ouais. On va dire Yann. Je vous invite à suivre Yann, c'est Sample avec un s.fr son Insta, n'hésitez pas à aller le choper, toutes ces vidéos, elles sont incroyables. C'est bien expliqué avec un ton vraiment de professeur de sample. Elles sont bien produites et il y a tous vos morceaux préférés et on en redécouvre certains. D'ailleurs, j'ai une question, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur combien de temps ça te prend, etc., de faire tout ce montage, parce qu'il y a un vrai boulot de création de contenu. La différence entre le sample et le remix. Aujourd'hui, on se dit, tiens, le sample, oui, ok, c'est prendre un petit bout de morceau, le triturer, le travailler pour en faire un morceau. Bon, c'est assez basique ce que je suis en train de dire. Mais le remix, du coup, qu'est-ce que c'est la différence? C'est ça qui c'est un remix, je te dirais, c'est plus, on reconnaît quand même beaucoup plus le morceau original ou il est revisité, on revisite le morceau original avec un remix. En général, un remix, il est fait en collaboration avec l'artiste original, ou alors fait de manière totalement à part, mais je pense qu'en général, c'est fait de cette façon-là. Puis le remix, c'est plus, on revisite un morceau existant, alors qu'un sample, c'est peut-être prendre un petit extrait, un petit morceau, et puis en créer un nouveau. Donc c'est un petit peu ça la différence, mais c'est très, la barrière, la frontière entre les deux est quand même assez fine, quoi, assez mince. Mais c'est ça, ouais, je te dirais, le sample, on prend un petit extrait, on crée quelque chose de nouveau. Un remix, on revisite un morceau existant. Parmi les DJ actuels, ou groupes de rap aussi, parce que tu fais beaucoup de vidéos autour du rap. Aussi, mais pas que, hein. Il y a aussi tous les styles qui ont samplé. Pour toi, mais là on va parler de DJ, qui a le plus samplé pour toi, qui a le plus utilisé sa culture musicale, ses vinyles, aller chercher, parce que le sample aussi, c'est aussi avoir une bonne culture musicale, puisque les DJ vont chercher des morceaux qui ne sont pas forcément ultra connus ou connus, mais prendre un morceau bien précis dans ces tracks là. Quel DJ pour toi est celui qui sample mieux et qui sample bien? Ouais, après c'est très personnel aussi, puis je te dirais une réponse aujourd'hui, je t'en dirai une autre peut-être dans quelques jours, donc ça dépend un petit peu du moment, mais moi j'ai toujours été admiratif. Alors ils sont moins actuels, c'est sûr, ils commencent à dater un petit peu, puis surtout ils produisent plus de musique aujourd'hui, mais c'est les Daft Punk. Daft Punk, ils ont quand même apporté quelque chose de totalement novateur avec le sample. Ouais, carrément. C'était pas sûr là, mais eux, ce qu'ils ont fait beaucoup, c'est reprendre des micro-extraits, des tout petits samples qui sont quasiment inaudibles quand on écoute le morceau final. Ils ont fait aussi des gros samples avec des grosses boucles. Hein. Ça, je dis pas qu'ils font que du chirurgical entre guillemets, mais ils en ont fait un petit peu. Je pense à un morceau qui s'appelle Face to Face de Daft Punk sur Discovery, sorti 2001 de mémoire, qui a 21 samples différents de 21 morceaux différents sur un seul et même morceau. Donc c'est inaudible à l'oreille si tu ne sais pas qu'il y a des samples là-dedans. Il y a des petits amateurs qui ont cherché au fil des années tous les extraits qui pouvaient être là-dedans, mais il y a 21 samples différents. Donc pour moi, ça c'est un petit peu, on va dire, le summum du sampling, c'est les gens qui arrivent à faire ce genre de choses-là avec des petits bouts dans tous les sens, puis qui créent quelque chose quasiment qui ne ressemble pas du tout à l'original. Et surtout que après, eux, quand ils ont fait ces samples, c'était dans les années quand même 90, 2000, et en plus de ça, c'est pas la même technologie qu'aujourd'hui, quoi. Donc c'est encore plus dingue. C'était exact, c'était fait pas mal en analogique. Il y avait pas trop, je pense peut-être les Atari, je sais qu'il y avait Casus, etc. Ils travaillaient beaucoup avec des Atari, mais ça faisait avec des SP1200 qui sont des sampleurs en fait physiques, analogiques. Ils faisaient tout avec ça, et puis les mémoires étaient limitées aussi dans les samples. C'était peut-être 2 secondes maximum ou moins pour certains. Donc c'était une autre approche aussi du métier de la création artistique. C'était complètement différent. Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec des outils actuels de production de musique, tu peux prendre beaucoup plus facilement des samples et les faire durer très longtemps, les travailler différemment, mais à l'époque c'était beaucoup plus difficile, on va dire. Et pour toi aujourd'hui, est-ce que on peut faire un tube sans sampler? Ah oui, c'est d'ailleurs j'étais en train de préparer, je te donne peut-être une petite exclue, mais en train de préparer une vidéo justement des
meilleurs titres à la fois musique électronique, à la fois hip-hop, qui n'ont pas de sample et qui sont pourtant des gros tubes énormes des années 90-2000. Ouais. Années 90-2000, c'est un petit peu l'âge d'or du sample. Donc oui, on peut tout à fait faire ça. Je te donnerai par exemple un morceau de Benjamin Diamond que j'adore qui s'appelle We're Gonna Make It, j'ai plus le titre en entrée, mais bref, il y a zéro sample là-dedans, du moins qui n'ont pas repris d'un sample d'une musique existante, ou le In the Club de 50 Cent aussi qu'on connaît tous, mais qui a pas de sample non plus. Donc ouais, il y en a, ouais, non, c'est ça, il y a des morceaux très connus 50 Cent, on va qui sonnent comme si on les connaissait, mais qui n'ont pas de... Il a pas de sample. Non, c'est ça, ben je vais double confirmer. Alors, mais... Attends, mais le violon derrière, c'est pas un sample? Non, ça a été produit par bonne question là. Tu me si t'as un doute, tu vas sur le site sample.fr. Bon. Ouais, ils sont pas tous, honnêtement. Attends, je te dis peut-être une bêtise sur le morceau de 50 Cent. Semblerait qu'il y en ait un, mais non, c'est une interpolation. C'est pas pareil. Alors ça on peut se parler de interpolation aussi. C'est une autre chose. C'est tu copies un petit peu le style, par exemple, de la façon de chanter de quelqu'un, mais tu ne le samples pas directement. Tu fais juste une interprétation différente de la façon de chanter. Sur le morceau de 50 Cent, c'est ça. Il n'y a pas de sample à proprement parler. Il y a comme une interpolation, c'est-à-dire que il réinterprète une chanson existante. Mais c'est juste ça. Donc ouais, il n'y a pas de sample sur ce morceau de 50 Cent in the Club, très connu. Moi, je t'ai posé la question, est-ce qu'on peut faire un tube sans sample? Parce que c'est vrai que pour le cliché des gens sur la musique, ils disent souvent, ouais, voilà, ils reprennent des vieilles recettes, ils reprennent des vieux tubes d'il y a longtemps. Il y a beaucoup de remix, il y a beaucoup de DJ qui ressassent des vieux morceaux qui datent d'il y a 20 ans. Donc c'est bien de se confirmer qu'on n'a pas forcément besoin de sampler pour faire un morceau. Tout à fait. Puis je te dirais même ça se fait de moins en moins entre guillemets là, mais parce que c'est devenu tellement cher aujourd'hui de demander un sample d'un truc très connu, je sais pas moi de ABBA ou de un groupe qui en fait des milliers de tubes ou des centaines de tubes. Demander un sample aujourd'hui ça coûte beaucoup d'argent. Donc il y a que les gros joueurs, que ce soit je pense à Doja Cat dernièrement, là, une artiste de hip-hop américaine qui a repris le générique de K2000. Aujourd'hui, ça vaut très cher de faire ça. Si quelqu'un qui nous écoute, un auditeur ou quoi, qui est dans sa chambre, qui fait de la musique, qui se dit je vais aller sampler K2000, puis je vais essayer de sortir le morceau, oui, ils vont demander une bonne somme pour utiliser ce sample-là. Et en général, ça rebute pas mal le monde, parce que ça coûte trop cher aujourd'hui d'utiliser les samples. Donc c'est les gros joueurs comme The Weeknd, comme Doja Cat ou Nicki Minaj, je dis n'importe quoi, là, les noms qui me viennent à l'esprit, qui peuvent se permettre de reprendre des trucs très connus. David Guetta notamment, qui a repris FL65, etc. C'est facile pour lui parce qu'il a entre guillemets l'argent pour le faire, puis c'est sûr qu'il peut aller chercher des samples de trucs très très connus, mais un débutant, quelqu'un qui essaie de percer dans le milieu, carrément, ça va lui coûter quand même cher de sortir un morceau avec... Et attention, sampler, c'est pas prendre la cape d'une voix et prendre l'instru d'une autre, ça c'est autre chose. Ça s'appelle un bootleg, un mashup, on mélange, parce que là il y a toute la génération TikTok qui font des mélanges. On entend beaucoup de musique comme ça où il y a des mélanges. Oh, il y a un Katy Perry sur un David Guetta. Ouais. Mais non, en fait il y a des logiciels, il y a aussi qui permet de faire ces mélanges. Oui, ça aussi c'est encore un autre sujet là qui est vraiment le sujet du moment, mais ouais, l'IA qui rentre là-dedans pour créer des nouvelles voix à partir d'un chanteur existant. Enfin, ça peut poser des problèmes. Je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui sont inquiets avec tout ce qui arrive au niveau de l'IA. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, ça c'est certain. Puis c'est un sujet encore super important. Ouais, je serais curieux de voir un petit peu ce qui va se passer dans les prochaines années, mais on le verra bien là, ce qui va arriver avec l'IA, ça va être assez gros à mon avis. Ouais. Tu parlais de Guetta là, il y a quelques instants. Guetta, il a dit dans une interview qu'il avait une espèce de formule magique où les tubes d'il y a 20 ans marchent aujourd'hui. Donc il prend les tubes d'il y a 20 ans qui ont 20 ans, leur anniversaire, 20 piges, et il les retravaille comme le FL65 qu'il a ressorti. On va pas réexpliquer cette histoire parce que toi elle est connue, il l'a raconté maintes et maintes fois. Est-ce que tu crois à cette formule des morceaux qui ont 20 ans aujourd'hui, qui cartonnent aujourd'hui ou qui se font sampler? Tu le vois, ça, tu le ressens?
Ouais, c'est certain. Oui, oui, je suis bien d'accord avec lui. Et puis c'est sûr que c'est une bonne recette si on veut rappeler un petit peu ce que les plus jeunes écoutaient peut-être quand ils étaient enfants. Ouais. Aujourd'hui, ils sont adultes, ils écoutent des musiques qu'ils ont entendues étant enfants. C'est certain. L'effet nostalgie, il marche à tous les coups. Ça Je rassure? dirais même moi, ça rassure. Ouais, il doit y avoir des analyses là-dessus. Des études aussi qui vont sûrement expliquer des trucs, mais oui, c'est certain que ça doit rassurer, ça rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Quand t'es enfant, t'es beaucoup plus insouciant, t'as pas les problèmes du quotidien. Donc c'est sûr que quand tu écoutes une musique qui est sortie il y a 20 ans, aujourd'hui, bah, ça te rappelle des bons souvenirs, ça te rappelle quand t'étais peut-être ado, quand t'étais enfant, ou même peut-être dans une autre période de ta vie, et ça marche à tous les coups. Moi, je suis sûr que c'est des choses qui peut-être on peut dire que c'est facile de faire ça, mais c'est juste un constat qui fait que ouais, ça fonctionne. À mon avis, c'est une bonne recette si on veut se lancer dans quelque chose et essayer quelque chose qui peut plaire au plus grand nombre, c'est de reprendre un truc existant. Malheureusement, ça se Mais fait pas comme ça. gratuitement. C'est ça. Est-ce que, Ouais, ça se fait est-ce comme que ça. l'art du sampling, le fait de sampler un morceau pour en faire un, pour utiliser un morceau, est-ce que du coup, c'est pas juste psychologique et de se dire, ça nous rassure, ça rassure les producteurs d'aller choper une voix, un synthé, une guitare sur un morceau, et du coup, ça va leur permettre de se rassurer lorsqu'ils produisent leur morceau, non? Ouais, bah, je pense qu'il doit y en avoir aussi, peut-être pas tout le monde comme ça, mais sûrement du monde qui doit se dire, bah regarde, j'ai un début de quelque chose avec cet a cappella ou cette voix, ou j'ai peut-être un début de quelque chose avec tel ou tel instrument. Mais je pense que aussi ça peut être pour avoir écouté beaucoup de DJ ou de producteurs qui font de la musique, qui disent, bah soit en entendant une chanson, un titre, il y a comme un petit déclic qui se fait. Et puis ce déclic-là, se dire mais j'ai une idée de utiliser cette partie-là. Je pense à Justice par exemple, qui ont utilisé plein de samples aussi. Une fois ils sont tombés sur une vidéo sur YouTube. Il expliquait ça sur un des morceaux de leur dernier album. La vidéo YouTube, ils l'ont trouvé tellement génial, même avec le son un petit peu dégradé de YouTube, ça correspondait au style qu'ils recherchaient, de son un petit peu crade, etc. Et finalement, ils ont utilisé le sample en provenance de la vidéo YouTube, et ils en ont fait un autre morceau qui est sur leur dernier album. Donc c'est plus des fois un petit déclic de se dire, mais tiens, ça m'intéresse, ce son-là, ce style-là m'intéresse pour faire quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que ça, c'est génial, quoi. Ouais, Toujours grave. cette approche très bienveillante du sample. Je suis pas du tout dans la critique. Alors ça m'arrive parfois sur des trucs très commerciaux, vus et revus, on dit bon ok, passer à autre chose un petit peu. Mais quand c'est de la créativité à partir d'un sample, moi je juge que c'est quand même quelque chose de créatif. Il y en a qui vont dire non, le sample c'est juste du recyclage. Je suis pas d'accord avec ça. Je suis plus dans l'idée que C'est satisfaisant quand tu trouves le sample d'un morceau là qui vient de sortir là, ouais, genre demain il y a un Justice qui sort ou n'importe quel ouais, morceau de n'importe quel style. Et toi, ça doit être assez satisfaisant de c'est dire ça. mais attends, mais il faut que je Ouais, trouve, mais pour quel sample il a trouvé? Comment tu ouais, fais? oui. Alors, bah, il y a plusieurs façons. Souvent, je te dirais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile parce que, bah, comme je te disais, les artistes sont obligés de déclarer les samples qu'ils Ouais. utilisent. Sinon, ça peut leur coûter très cher. Donc, quand tu regardes les crédits d'un morceau qui vient de sortir, et pas uniquement Ah sur bah les ouais. disques actuels, mais même en ligne, ils sont obligés de faire figurer les crédits. Parfois, c'est écrit noir sur blanc, contient un sample de tel artiste. Ah ouais, ok. Parfois, ils vont mettre, ouais, c'est aussi simple que ça, ou parfois c'est dans les artistes qui ont composé le morceau, ils vont te mettre l'auteur original du morceau qui a été samplé sans forcément le dire. Je pense notamment à Justice, j'en reviens là-dessus, qui ont mis dans leur crédit, j'ai oublié le nom de l'artiste original, mais ça pourrait me revenir, ils ont mis juste le nom de cet artiste-là. Tu te dis, mais lui, c'est bizarre, ils ont sorti un album de 2025, puis ils mettent un nom d'artiste de quelqu'un qui est né dans les années 50. Bizarre, déjà ça peut lever un petit doute. Donc quand tu tapes sur Google le nom de l'artiste original, bah tu vois qu'il a fait telle chanson dans les années 80. Tu dis ah, ça se peut bien que cet artiste-là il est pas là par hasard, il a fait une chanson dans les années 80. Pour la petite histoire, moi mon compte Instagram quand il a commencé vraiment à se développer, c'est quand Justice a sorti son album le dernier album, là, il y a quelques mois déjà, un peu plus d'un an. J'étais le premier à sortir les samples justement qu'ils avaient utilisés. Quand ils proposaient les morceaux au compte-gouttes. Avant de sortir l'album, ils sortaient les morceaux un petit peu au compte-gouttes
2 semaines ou chaque mois, je sais plus. Et je trouvais les samples un petit peu en exclusivité. Puis là, c'est vrai que ça attirait beaucoup les regards parce que déjà, Justice qui sort des nouveaux morceaux, c'était toujours un petit événement. Ouais, grave. Et le fait que je sorte les samples en premier, ben, ça a été beaucoup relayé par plein d'autres comptes Instagram, par certains médias aussi, et ça donnait beaucoup de visibilité à mon compte. Donc c'est un petit peu ça qui a déclenché le nombre d'abonnés que j'ai aujourd'hui, parce que les gens se sont dit, ah ben, si on le suit, lui, on va trouver des petits exclus ou des... Mais grave. J'en sors pas tout le temps, j'en sors de temps en temps, mais c'est rare. Avant de parler de ton compte, là tu me tends une belle perche pour parler de ton compte Instagram et de le temps que tu passes. Le morceau pour toi qui est le plus samplé, qui a été le plus samplé par les producteurs de musique. Écoute, c'est si je dis pas de bêtises, je pense qu'il est connu, c'est un morceau de James Brown qui s'appelle Funky Drummer. C'est comme un break de batterie. Break, c'est comme qui arrive au milieu du morceau. Okay. C'est un petit passage de batterie qui a été samplé beaucoup dans les années 90, années 2000 aussi, par le hip-hop notamment. Et ça c'était samplé plus des milliers de fois. Je pourrais pas te dire le chiffre exact, mais le morceau, oui, c'est James Brown, Funky Drummer. Si je dis pas de bêtises, c'est l'intro ou un break au milieu. Mais ouais, c'est sûrement l'un des plus samplés, même le plus samplé. Là, je pense qu'on peut le trouver facilement. Attends, je vais essayer de me le trouver. Ouais. Funky Drummer. De James Brown. Et là, je vais avoir la pub, voilà. Mais que c'est intéressant parce que je pense que le nom me dit rien, mais c'est une partie une partie du morceau. Ouais, c'est vers la fin ou le milieu du morceau. Là, je pourrais te retrouver ça. Ouais, c'est dans les 5 minutes et quelques, 5:34, si jamais t'as la chance d'aller un petit peu plus loin dans le morceau. Mais c'est là. Ah, tu dois juste rentrer juste après le 1, 2, 3, 4, il y avait déjà un sample. C'est là? Ça doit être samplé aussi, mais c'est pas le passage le plus samplé. Là. C'est ça. C'est sa voix, c'est la batterie? La batterie. Ouais, la batterie. Mm-hmm. C'est la batterie qui a servi sur je chiffre là, plus de 2000 morceaux. Donc pour toi, James Brown, c'est l'artiste le plus samplé. Ouais, c'est pas pour moi, c'est reconnu que c'est lui, c'est un fait presque c'est pas scientifique, mais pas loin, que oui, c'est James Brown qui est l'artiste le plus samplé de tous les temps. Ouais. Et Michael Jackson. Il a fait qu'un seul morceau. Michael Jackson, c'est plus compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Je sais que ses ayants droit, puis même lui ne voulait pas qu'on touche trop à sa musique, donc il a pas été samplé tant que ça. Il y a quelques peut-être reprises ou quelques samples aussi qui ont dû se négocier assez très cher pour tout te dire. Mais Michael Jackson, non, n'a pas du tout été un des plus samplés, loin de là, parce qu'il justement ne voulait pas que sa musique soit réutilisée par d'autres artistes. Ouais. Il s'appelle sample.fr sur les réseaux sociaux. Il s'appelle Yann, il est du Québec. Il nous crée du contenu pour nous dire quels samples ont été utilisés pour tel ou tel morceau. Une musique, une histoire, une musique, une vidéo, une histoire, une vidéo, une musique. C'est vraiment hyper intéressant. Des fois, il parle pas, il met juste ses platines en action et il vous fait écouter les morceaux originaux. C'est très ludique. Un ton vraiment de professeur de sample. J'ai envie de t'appeler professeur de sample vraiment parce que c'est gentil. Il est vraiment c'est très intéressant. J'essaie pas de me donner un genre. Moi, je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie, puis je suis pas du genre à faire le show, etc. Donc c'est plus mon style. Je suis dans la vraie vie. Là, je joue pas un personnage ou quoi que ce soit. Je suis le même. Puis ça a été un défi de se lancer peut-être face caméra. Au début, je trouvais que c'était complètement nul ce que je faisais. Je trouvais aucun intérêt. Non, c'est vraiment bien. C'est ça, mais tu sais, quand on s'écoute ou quand on se regarde, on voit tous les défauts, puis je sais que ça bloque beaucoup de gens aussi, mais c'est peut-être un message que j'aimerais faire passer. Moi qui ai l'âge que j'ai plus de 45 ans, c'est sûr que je suis pas dans la génération TikTok, etc. Mais faut pas se gêner de se dire mais je serais pas bon ou je serais nul, etc. Parce que c'est juste de partager ce qu'on aime ou de ce qu'on a envie de
parler autour de soi, c'est déjà quelque chose de super gratifiant. Moi, je trouve que ça apporte tellement de bienveillance. C'est très rare que je reçoive des commentaires négatifs. Honnêtement, c'est peut-être 1 sur 100 que je reçois qui est négatif ou qui est comme un peu bête là, mais en général je reçois que des super beaux commentaires, des gens qui disent merci, c'est génial, continue, etc. J'en reçois vraiment beaucoup et j'en profite aussi pour remercier tout le monde là qui m'envoie ce genre de messages là. Mais c'est ne pas se mettre de barrière, je trouve que c'est vraiment chouette, et de dire il faut se lancer. Moi j'ai toujours dit je serais jamais à l'aise devant une caméra, je serais pas parler comme il faut, ou je ferais des trucs qui intéressent personne, mais pas du tout. Plus depuis que je fais ces vidéos face caméra où je parle face caméra, ça m'a permis de gagner, je pense, un peu plus de confiance en moi. Ça m'a permis de toucher un public encore plus immense que ce que je pouvais imaginer. Donc c'est peut-être un petit message pour tes auditeurs qui veulent se lancer. Faut pas hésiter. Mais oui, on fera jamais quelque chose qui va générer des millions de vues, etc. Mais c'est pas grave, faut le faire pour le plaisir. Puis le reste après, ça vient tout seul. Plus tu es régulier, plus tu es régulier, plus tu as de visibilité, puis ça marche un petit peu comme ça aussi sur les médias sociaux, les Instagram ou les TikTok, etc. aiment beaucoup la régularité. Plus tu publies régulièrement, plus tu vas avoir de gens qui vont te découvrir, et ça permet ensuite de gagner de la visibilité, gagner des abonnés. Même si moi à la base ça n'a jamais été l'objectif, là c'était plus partager ce que j'aime dans la vie, la musique, etc. Mais ça c'est parfait. Je me suis pris au jeu et ça a marché. Et en plus de ça, on apprend. Voilà, on apprend et on aime les réseaux, on aime les contenus où on apprend des choses. Voilà, une belle culture musicale. Tu nous la délivres sur tes réseaux sociaux. Je rappelle sample avec un s.fr. Ça c'est le site internet et c'est aussi tes réseaux sociaux. Je voulais aussi, il y a sur tes réseaux sociaux, t'as un espèce de Linktree avec plein de liens, et notamment j'ai vu qu'il y avait aussi une sélection de vinyles et de livres super intéressants. Et là c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Il y a des choses il y en a qui ont envie d'offrir des choses originales à des gens qui sont des mélomanes de la musique, fans de musique. Et offrir un livre, c'est tout aussi bien, parce qu'il y a des beaux livres sur les Daft Punk. Il y a le livre sur Bob Sinclair qu'il a sorti l'année dernière. Il y a plein d'autres livres concernant la musique électronique et pas que. Donc t'as fait une belle sélection de livres. C'est super cool de faire des recos comme ça. Donc moi je vais aller voir dedans. C'est assez intéressant. Donc merci pour ce petit Linktree. Avec plaisir, Puis les livres là que j'ai mis sont vraiment très très chouettes. Le livre de Bob Sinclair sur les 30 ans de son label, excellent. Petite parenthèse, je l'ai rencontré, j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai. Bob Sinclair qui est, on peut parfois les gens ont une image de lui, du DJ peut-être un petit peu qui fait des blagues, pas toujours très drôle, un humour un petit peu. Il est drôle, mais il a une culture de fou. Il y en a qui adorent. Moi honnêtement, j'aime beaucoup. C'est un personnage, et puis il joue de ça. Il est très malin, très intelligent. J'ai eu la chance de le rencontrer à Montréal justement quand il était venu mixer. On a parlé un petit peu. Il m'a dédicacé mon vinyle et tout. J'étais super content. Puis c'est un gars très très proche de sa communauté, qui est très présent sur les médias sociaux, qui, je pense, a compris aussi que ça passe aujourd'hui par ça. Alors, peut-être on peut ne pas tous être d'accord sur le fait que faire la promotion d'un DJ, ça passe par les médias sociaux, mais je pense que oui. Puis lui, il est très actif là-dessus. Il répond à beaucoup de monde. Moi, il m'avait envoyé, j'avais fait une vidéo sur lui, il m'avait envoyé un message vocal peut-être dans les 5 minutes après que la vidéo soit en ligne, pour me dire regarde là, t'aurais dû peut-être dire ça, c'était pas exactement la même histoire et tout. Histoire que j'avais reprise d'un livre et tout, mais c'est quand même le personnage principal de son histoire, donc c'est sûr qu'il connaissait tout ça. Bref, tout ça pour dire que Bob Sinclair, un super mec qui est là depuis des années, et toujours aussi passionné, et qui suit beaucoup ce qui se passe sur les médias sociaux. Donc si jamais il y a des gens qui veulent faire de la musique, si vous voulez avoir l'avis d'un expert ou d'un pro, Bob Sinclair est quand même assez accessible. Beaucoup de monde qui le suit, mais il est très très présent et très actif. Magnifique. Il y aura aussi un livre bientôt qui va sortir dans la même lignée que celui de Bob Sinclair. Il y a Joachim Garraud qui va sortir aussi un livre d'ici la fin de l'année, début d'année 2026, concernant toute son histoire, toute la musique, toutes les influences qu'il a eues, qu'il a données pour construire le matériel DJ. J'ai eu la chance de voir les premières pages. C'est assez incroyable, vraiment. Tu l'apprends, je savais pas. Le livre je savais pas qu'il devait sortir. Le livre de Bob Sinclair, il fait 350 pages. Le livre de Joachim Garraud, il fait 500 pages.
Oh, wow. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il m'a montré les premières images. C'est un truc de dingue. Mais il est déjà en précommande. Et je sais que tous les bénéfices de ce livre seront reversés pour une association. Donc ça, c'est plutôt cool. Et on va apprendre énormément de choses. Dernière question. Oui. Il y a eu un documentaire qui est sorti sur Arte. Tu parlais tout à l'heure de DJ Mehdi, le documentaire. Mais plus globalement, ce documentaire, il parlait de la consommation de la musique. Toi qui as une grosse culture de la musique, toi qui nous racontes des histoires autour du sample, tel artiste a samplé tel artiste pour pouvoir faire une musique. Tu as une belle base déjà derrière toi et j'en suis sûr qu'il y en a de partout chez toi de la musique en CD ou en vinyle ou même dans ton ordinateur. Est-ce que ce documentaire il parlait de la consommation, le streaming, etc. Est-ce que aujourd'hui en 2025, est-ce que tu penses qu'on doit réapprendre à écouter de la musique, ou est-ce qu'il faut la consommer comme ce qu'elle vient, ou est-ce que vraiment on doit se dire attends, il faut que j'écoute cette musique vraiment dans un cadre vraiment spécial, il faut que je prenne du temps pour écouter de la musique. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que je te ferai une réponse un petit peu qui va dans les deux sens. On peut tout à fait écouter de la musique avec les plateformes de streaming pour écouter les nouveautés, pour écouter un petit peu ce qui se fait, pour même écouter des classiques, pourquoi pas. Je trouve que c'est quand même une chose qui est extraordinaire d'avoir à la portée de main des millions de titres sans avoir à les acheter. Moi, je viens d'une période, d'une génération où on achetait les disques, puis on n'avait que ça, ou la radio. Aujourd'hui, je trouve que ça révolutionne complètement l'écoute de la musique, c'est certain. Et ça n'empêche pas, du moins c'est ce que je fais moi, ça n'empêche pas aussi d'avoir des vinyles ou d'avoir des CD. Moi j'en ai plus trop des CD là, mais des vinyles, parce que j'aime l'objet et j'aime un petit peu le rituel. C'est quelque chose que Thomas Bangalter disait de Daft Punk, qui disait le vinyle, c'est le support, c'est le rituel de poser le disque sur la platine, de mettre l'aiguille, de mettre d'appuyer sur le bouton, etc. C'est une écoute différente d'un album ou d'un projet ou d'un morceau que de l'écouter sur un streaming dans un mauvais des mauvais casques d'iPhone ou bref. Donc c'est un autre style de façon de consommer entre guillemets la musique, du moins de l'apprécier, qui n'est pas à mon sens incompatible. C'est soit l'un soit l'autre, non, pas du tout. Les deux coexistent et puis c'est bien comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi prendre un vinyle j'en ai trouvé un dernièrement là dans une brocante de Roy Ayers, qui est comme un classique funk des années 70. Mais ça, c'est le genre de disque que j'ai envie d'écouter en vinyle, parce que ça a été produit pour le vinyle, parce que ça a été fait avec des instruments, etc. C'est pas un disque peut-être plus actuel qui est ressorti en vinyle, qui est comme un pressage numérique, enfin un disque fait en numérique sur un pressage analogique. Bref, je trouve que ça fait moins de sens, mais d'écouter des vieux morceaux ou des vieux disques sur du vinyle, ça je trouve que ça fait du sens, parce que c'était fait pour ce format-là. Je suis loin d'être un audiophile, puis je suis pas du tout de puriste et dire il faut tout écouter en vinyle ou tout écouter en CD, pas du tout. On a des très bonnes qualités aussi avec des outils actuels sur le streaming, mais j'aime faire les deux. Moi, je suis partisan des deux. Là, pourquoi choisir entre le fromage et le dessert? On peut avoir les deux. Moi, je suis un petit peu comme ça. Fromage et dessert. Un gourmand de la musique. Ouais. Donc voilà. Donc fromage et dessert. Donc si vous pouvez consommer la musique en vinyle, en CD ou en streaming, allez-y, consommez de la musique, faites-vous plaisir, écoutez ce que vous avez envie d'écouter, ne subissez pas aussi la musique, hein. Si vous avez envie d'écouter tel style, écoutez tel style, ou si vous avez envie d'écouter un bon vieux vinyle déniché sur une brocante, allez-y, comme Yann. Avant de se quitter, je sais que tu as branché le platine en off, on avait fait quelques petits réglages. Est-ce que je sais pas si c'est possible. Là, je te mets peut-être dans la sauce. Dis-moi. Mais est-ce que tu peux nous montrer là en live, au lieu de nous faire un mix, juste nous dire voilà, ça c'est un sample et ça c'est le morceau, ça c'est le morceau qui est actuellement entre le sample et est-ce que c'est possible? Est-ce que tu penses que tu peux me faire ça? Écoute, oui, je peux te faire ça si tu me laisses quelques secondes peut-être pour trouver quelque chose qui pourrait être quel style, dis-moi. Plus non, musique électronique, musique dance, électro si tu veux. Ouais. Allez, qu'est-ce qu'on va sortir? Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Là, là, tu utilises quoi là? Là, tu es sur ton. Là, je suis sur. Recordbox. J'utilise un. Non. C'est pas Recordbox, c'est DJ Pro qui est l'équivalent. Il y en a 2-3 là. Il y a Serato. Je l'ai bien aimé lui. Je sais pas si je peux partager mon écran avec la conversation là qu'on a. Je suis pas sûr. Non, je suis pas sûr qu'on puisse partager l'écran.
En tout cas, ouais, j'utilise DJ Pro qui est un outil comme Recordbox ou comme Serato, c'est le même genre d'outil. J'ai un contrôleur à côté qui est un contrôleur assez basique de chez Pioneer, le DJ Rev One, qui est modèle d'entrée milieu de gamme, je dirais, parce que c'est pas un truc de débutant, mais c'est pas non plus de professionnel. C'est celui que j'ai depuis pas mal d'années maintenant, puis qui me convient tout à fait bien. Pas l'intention de le changer pour l'instant, mais peut-être un jour, là, on sait jamais. Donc bref, j'essaie de trouver un morceau. Si vous avez envie qu'il change de matos, allez-y, allez cliquer fort sur TikTok, comme ça au moins il y a les royalties qui tombent. Hein. Ouais. Et c'est plus compliqué la monétisation quand tu parles de musique sur Internet, petite parenthèse aussi, parce que tu utilises justement des œuvres sous copyright, et tu peux pas monétiser des vidéos qui utilisent de la musique que tu n'as pas fait toi. C'est pour ça que sur Instagram ça marche, parce qu'il n'y a pas de monétisation sur les nombres de vues sur des vidéos. Mais sur TikTok par exemple, c'est arrivé plusieurs fois, sur YouTube aussi beaucoup, où mes vidéos étaient pas strikées là, mais comment on appelle ça, étaient mutées en sourdine. Muté, parce que je pouvais pas utiliser la musique qui m'appartient pas. Donc ça c'est mais du coup, chose qui arrive. Mais au lieu de diffuser la musique, tu la chantes. Ouais. Ou tu fais du la. Je demanderais à l'IA, peut-être à l'intelligence artificielle, pourquoi pas un jour de faire une version libre de droit de ce que je passe comme musique. Pourquoi pas, on sait jamais. Écoute, je vais lancer un son, tu me dis si tu reconnais. Vas-y. Là c'est Daft Punk. Ah, c'est pas Daft Punk, c'est l'original celui-là. Ah là, je me suis fait avoir. Je te laisse tourner un petit peu, tu vas voir. Excellent. Ok. Ça, c'est l'original d'un artiste qui s'appelle Edwin Birdsong, sorti dans les années 70, et la version actuelle que tout le monde connaît. On te la passer un petit peu plus vite. Donc ça c'est le Harder, Better, Faster, Stronger de chez Daft Punk. Exact. Et l'original, tu vois, je te disais tout à l'heure que Daft Punk, ils utilisaient quand même des samples de manière très chirurgicale parfois. Ici, quand même beaucoup moins. Ils ont repris l'intro, ils l'ont mis en boucle, ils ont joué avec les filtres un petit peu. Mais c'est l'intro vraiment du morceau de Edwin Birdsong, qui est pas un artiste très connu, un petit peu jazz funk des années 70-80, qui a fait 2-3 morceaux très sympas, mais dont ce Cola Bottle Baby, c'est le nom du morceau, qui a été samplé ici sur le tube énorme de Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Est-ce que tu sais d'où vient la voix Harder, Better, Faster, Stronger? Je pense que c'est pas samplé, mais que c'est repris, ou du moins une référence à la série L'homme qui valait 3 milliards, peut-être. Exactement. Ouais, je voulais le coincer là, dans l'angle, mais j'y suis pas arrivé. Sur Daft Punk, ça sera plus difficile, mais sur d'autres, peut-être oui. Daft Punk, j'avoue que je suis un fan aussi. Donc, énorme. C'est ça. L'homme qui valait 3 milliards, la version anglaise, hein, forcément, parce que c'est pas du français. Je sais plus c'est quoi en anglais d'ailleurs le titre, peu importe. C'est ça. C'est dans cette série-là. En tout cas, merci beaucoup Yann d'avoir pris du temps pour venir ici sur Radio Scoop. Je rappelle que tu es au Québec et que tu as pris du temps, que tu es un créateur de contenu sur les réseaux sociaux où il nous fait découvrir les samples des musiques actuelles, et du coup en même temps il nous fait découvrir toute sa culture musicale, puisque on sample beaucoup des musiques des années 60, 70, 80. Voilà, toute cette actualité, et il la balance sur les réseaux sociaux. Donc allez donner de la force, parce qu'on apprend des choses. Ça demande du temps de se filmer, de faire le montage, d'aller chercher, de dénicher. Vraiment, il fait ça pour tous les puristes et les fans de musique. Et j'en suis sûr que vous allez follow, et vous n'allez pas défollow, parce que forcément, vous allez apprendre tous les jours des choses sur vos musiques préférées. Il y a un site aussi qui s'appelle sample.fr, et n'hésitez pas à aller voir aussi tous les petits liens qu'il met à disposition sur la bio de ses réseaux sociaux. Il y a des recos de vinyles, de livres, plein de belles choses qui sont disponibles. Et il est généreux, et il a un grand cœur très grand comme sa culture musicale. On le sent très bien. Ça a été un plaisir de t'avoir ici sur Radio Scoop dans le club.
Ben, merci beaucoup, merci à tous tes auditeurs aussi, puis on se dit à la prochaine. Merci beaucoup, salut Yann. Salut, salut.